le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez raison d'écouter la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas, pour présenter cette page internationale à Jacmel pour le grand journal. Joël François et Robans assurent les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Vladimir Poutine dit comprendre les questions et les inquiétudes de la Chine sur la guerre en Ukraine et promet à Xi Jinping des explications. Voici un reportage à signer Euronews. Vladimir Poutine dit comprendre les questions et les inquiétudes de la Chine sur la guerre en Ukraine et assure Xi Jinping qu'il lui expliquera en détail sa position. Le président russe s'est engagé à fournir des explications lors de la rencontre des deux hommes à Samarkand en Ouzbékistan. Vladimir Poutine et Xi Jinping s'étaient vus la dernière fois juste avant le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la Chine s'est depuis appliquée à rester en dehors du conflit. Plus de 6 mois après, Vladimir Poutine dénonce le totalitarisme du monde occidental. Les tentatives de créer un monde unipolaire ont récemment acquis une forme tout à fait laide et sont totalement inacceptables. De son côté, Xi Jinping a dit à son homologue russe que la Chine et la Russie devaient assumer leur rôle de grande puissance. Face à un monde, une époque et une histoire en constante évolution, la Chine est prête à faire des efforts avec la Russie pour assumer le rôle de grande puissance et de guide pour injecter de la stabilité et de l'énergie positive dans un monde secoué par les troubles sociaux. C'est la première visite à l'étranger de Xi Jinping depuis la pandémie du coronavirus. L'entretien des dirigeants russes et chinois s'est déroulé en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan en font partie avec l'Inde, l'Iran, le Pakistan, la Chine et la Russie. L'organisation se veut un contrepoids à l'influence occidentale. Parlons de Donald Trump. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, aurait proposé le contrôle total de la Cisjordanie à la Jordanie en 2018, a rapporté le Washington Post tout jeudi matin. Voici un reportage à signer I24 News. C'est une information révélée par Peter Baker, ancien correspondant du New York Times à la Maison-Blanche, et Suzanne Glasser, journaliste pour le New Yorker. Ensemble, ils ont écrit The Divider, Trump à la Maison-Blanche 2017-2021, un livre qui relate le mandat de Donald Trump. Dans cet ouvrage, on apprend que l'ancien président américain aurait proposé au roi de Jordanie le contrôle total de la Cisjordanie. L'offre daterait de janvier 2018. Elle aurait choqué Abdallah II. J'ai cru avoir une crise cardiaque. Je ne pouvais plus respirer. J'étais totalement plié en deux. Donald Trump ne semble donc pas connaître l'histoire entre la Cisjordanie et le royaume hachémite. La Jordanie régnait sur la région jusqu'en 1948 et la guerre des 6 jours. Une guerre remportée par Israël, qui prend alors le contrôle de la région. Dans les années 70, des organisations palestiniennes appellent la population à renverser la monarchie, certains ayant même tenté d'assassiner le roi Hussein qui régnait à l'époque. Dans le livre, on apprend également que Donald Trump ne supportait pas ceux qui n'allaient pas dans son sens, usant parfois de sa position présidentielle. Il aurait notamment tenté de bloquer une fusion entre CNN, qui critiquait beaucoup sa mandature, et le géant des télécommunications américain AT&T. Donald Trump aurait également tenté d'empêcher la signature d'un contrat gouvernemental avec Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et propriétaire du Washington Post, là encore en raison des critiques du journal. Concernant le Covid, son épouse Melania Trump l'aurait alerté sur sa mauvaise gestion de la pandémie. Tu es en train de tout rater, c'est très sérieux. Ça va être très grave et tu dois vraiment prendre ça plus au sérieux. Une alerte ignorée par le président américain. Donald Trump aurait répondu à la première dame qu'elle s'inquiétait pour rien. Allons au Cameroun, le combat contre la dépigmentation de peau face à l'ampleur du phénomène de dépigmentation de la peau des Camerounais forme la résistance. Voici un reportage à signer Africa News.
Pour les soins de sa peau, Myrène a fait le choix d'utiliser uniquement des produits cosmétiques naturels. Le gouvernement camerounais a récemment interdit l'importation des crèmes dites éclaircissantes, car dangereuses pour la santé. Une bonne nouvelle pour les artisanes locales qui prônent essentiellement la biocosmétique pour les peaux noires. Ici, vous avez les feuilles de dattier que j'utilise très souvent pour faire des savons. J'utilise également les feuilles de citron et j'utilise aussi les feuilles de goyavier. Au-delà de ça, je peux utiliser pour certains produits cosmétiques de la bave d'escargot parce qu'on sait très bien que la bave d'escargot est réputée pour lutter contre les vergetures. Cet entrepreneur fait partie de ces Camerounais qui, face aux proportions inquiétantes que prend la dépigmentation de la peau noire ici, ont décidé d'opposer une démarche structurée en vue d'inciter ou d'amener leurs concitoyennes de teint noir à aimer leur peau. À côté des entrepreneurs, il y a également des activistes comme Alex. Ouvertement opposé à la dépigmentation de la peau, il est cofondateur de l'association Black Attitude. Nous, à la Black Attitude, nous voulons que l'Afrique retourne vers son originalité. Le teint noir protège 5 fois plus que la carnation blanche. C'est donc une peau qui est plus résistante, elle vieillit plus lentement et elle n'a rien à envier aux autres carnations. Prôner les avantages de conserver sa peau au naturel, c'est peut-être le message idéal de lutte contre la dépigmentation dans un pays où l'ampleur de cette pratique n'en finit plus d'inquiéter les autorités. Section le Moyen-Orient, l'Égypte et le Qatar ont renoué des relations bilatérales après 4 années de brouille diplomatique. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est rendu à Doha les 13 et 14 septembre afin de s'entretenir avec l'émir du Qatar. Les deux pays ont signé une série de protocoles d'accord, dont un d'entre eux, les fonds souverains des deux nations. Voici un reportage signé RT. Après 4 ans de brouille diplomatique, l'Égypte et le Qatar renouent des relations bilatérales. Ce mardi, le président égyptien a effectué sa première visite officielle à Doha depuis son arrivée au pouvoir en 2014. Après une visite en juin de l'émir du Qatar au Caire, l'Égypte et la pétromonarchie du Golfe semblent avoir tourné la page de leurs différends. Un déplacement placé sous le signe d'accords économiques, mais qui a également abordé d'autres problèmes, notamment les cas de la Syrie, de la Libye et de la Palestine. Cette visite fait suite à celle de l'émir du Qatar en juin dernier, bien sûr. Conformément au protocole, il a été invité à venir au Qatar et le président a accepté cette invitation. Cette visite est très importante et constitue une étape cruciale pour les relations entre les deux pays, parce qu'elle en modifie le caractère, de la tension et des accusations vers la volonté d'établir les liens bilatéraux. Lors de cette visite, priorité aux accords économiques, l'Égypte fait face à différentes crises, parmi lesquelles la baisse de la valeur de la livre égyptienne par rapport au dollar, le chômage et l'inflation. Pour les surmonter, le pays a besoin de nouveaux investissements. Le fonds souverain égyptien et l'autorité d'investissement du Qatar ont donc conclu des accords d'une valeur de 5 milliards de dollars. Le marché égyptien est devenu prometteur, stable et donc attirant. L'Égypte souhaite également diversifier ses sources économiques et ses sources d'investissement. Par conséquent, le Qatar peut jouer un rôle important pour soutenir l'économie égyptienne. Autre point important de cette rencontre, elle intervient avant la tenue du sommet arabe prévu en novembre en Algérie. Un sommet qui devrait favoriser le renforcement de la coopération arabe. Dans le contexte régional et international actuel, les deux pays souhaitent se rapprocher pour résoudre les crises existantes par des moyens politiques. Zoom sur la guerre en Ukraine, que se passe-t-il dans le monde? Guerre énergétique, comment le gaz russe est devenu enjeu mondial. Écoutons un extrait de l'émission sur ONIC 24. Les États-Unis sont farouchement opposés au retour de la Russie en tant que puissance rivale et veulent l'empêcher d'étendre son influence sur le continent européen. Mais encore plus, c'est alors en Amérique le début de la production de gaz naturel à grande échelle, à travers un procédé nouvellement adopté qu'on appelle la fracturation hydraulique ou fracking.
C'est une véritable révolution dans le marché mondial de l'énergie. Rapidement, les États-Unis deviennent eux-mêmes des exportateurs de gaz et bien sûr, ils convoitent l'immense marché européen. Donc ils s'inquiètent de voir la Russie se l'accaparer, non seulement pour des raisons stratégiques, mais aussi, de plus en plus, pour des raisons commerciales. De son côté, la Russie est profondément frustrée parce qu'elle perçoit comme une multitude de transgressions à l'ordre mondial de la part des États-Unis et de l'Occident. Moscou dénonce l'expansion de l'OTAN à ses frontières et se scandalise des révolutions de couleur, particulièrement la révolution orange en Ukraine, qu'elle perçoit comme une ingérence grossière et inacceptable dans sa sphère d'influence. En 2008, lors d'une rencontre désormais célèbre au sommet de l'OTAN à Bucarest, Vladimir Poutine sert un avertissement ultime aux chefs d'État réunis. Il prévient que l'Ukraine, la Biélorussie et la Géorgie constituent une ligne rouge, un intérêt vital de la Russie et qu'en sens, elle n'acceptera jamais que l'un de ces pays ne tombe sous l'influence de l'Ouest, encore moins qu'il ne soit admis dans une alliance militaire orientée contre la Russie. La France et l'Allemagne se montrent alors prêtes à un compromis, mais les États-Unis ne veulent rien entendre. Ils gardent la porte de l'OTAN bien ouverte, autant pour l'Ukraine que pour la Géorgie. Et bien sûr, l'histoire connaît la suite. Quelques mois plus tard, à l'été 2008, la guerre éclate, lorsque la Russie envahit la Géorgie, bloquant du même coup l'admission à l'OTAN, ainsi que la construction d'un nouveau pipeline rival vers l'Europe. Les États-Unis et l'Europe sont pris par surprise et une fois de plus, Poutine obtient exactement ce qu'il veut, car moins d'un an après l'invasion de la Géorgie, il signe une entente avec l'Italie, la Bulgarie, la Serbie et la Grèce afin de construire South Stream, un pipeline équivalent à celui proposé par les États-Unis et l'Europe, mais contrôlé par la Russie et permettant de contourner l'Ukraine grâce à un énorme segment sous-marin au fond de la mer Noire. Poutine remporte la Manche. La Russie resserre encore plus son emprise sur le marché européen, mais encore plus. En 2010, un certain Viktor Yanukovych fait un grand retour à la présidence de l'Ukraine après avoir battu aux élections une leader de la fameuse révolution orange. Avec le retour au pouvoir du président pro-russe, Moscou retrouve son influence sur le gouvernement ukrainien. Soudainement, les coupures de gaz s'arrêtent alors que l'Ukraine abandonne son projet de rejoindre l'OTAN, qu'elle reconnaît le russe comme langue officielle et qu'elle se rapproche de la Russie à plusieurs égards. Le président Yanukovych est particulièrement populaire dans l'Est, là où la population est russophone, mais de plus en plus contestée. Et voilà, c'est le terminus de la page internationale pour ce jeudi. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation télé. Belle top pour le compte de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Météo pour ce aujourd'hui, du soleil pour nous à Boston, 71 degrés Fahrenheit. Ça donne 22 degrés Celsius aujourd'hui, à la capitale des grandes universités du monde. Chaque mail, 90 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana. Passez un excellent jeudi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.